Bonjour et bienvenue. On a tous déjà croisé ces sigles un peu partout, AAC, ABA, ça sonne tout de suite très scientifique, un peu complexe même, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces trois lettres? Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir beaucoup plus clair. Alors voilà, AAC, ici ABA. On dirait un peu du charabia, n'est-ce pas? Et pourtant, l'idée qui se cache derrière est en fait d'une simplicité assez surprenante. Mieux encore, elle est absolument partout autour de nous. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est justement ce qu'on va explorer. Pour bien comprendre, le mieux c'est toujours de commencer par les bases. On va oublier les acronymes pendant un petit instant et on va juste se concentrer sur ce que chaque mot veut dire. Imaginez un instant le travail d'un détective. Pour comprendre un acte, il ne se contente pas de regarder l'acte en lui-même. Non, il va chercher ce qui l'a déclenché, ça c'est l'antécédent, et ce qui s'est passé juste après, les conséquences. Eh bien, l'analyse du comportement, c'est exactement ça. On cherche à comprendre le pourquoi derrière nos actions en observant attentivement ce qui se passe avant et ce qui se passe après. En fait, chaque mot de cet acronyme est une pièce essentielle du puzzle. D'abord, on a appliqué. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de rester dans la théorie, c'est de résoudre des problèmes bien réels, bien concrets. Ensuite, comportement. Là, c'est parce qu'on se focalise sur des choses qu'on peut voir, qu'on peut mesurer. Et enfin, analyse. Parce qu'on ne fait rien au hasard, on décompose, on mesure, on s'appuie sur des données pour vérifier ce qui marche. C'est vraiment cette triple approche qui en fait une méthode scientifique. Bon, alors qu'est-ce qu'on entend exactement par comportement? C'est bien plus large que ce qu'on imagine. Bien sûr, il y a des actions évidentes. Croquer dans une pomme, s'asseoir, parler. Mais ce qui est fascinant, c'est que même le simple fait de verbaliser une pensée est considéré comme un comportement. À partir du moment où quelque chose devient observable, que ce soit par un geste ou par la parole, eh bien on peut l'analyser. Ok, maintenant qu'on a posé les définitions, on va s'intéresser au moteur de la machine. C'est une formule toute simple qu'on appelle l'ABC du comportement. Et une fois qu'on a compris cette logique, on se met à la voir absolument partout. Et voilà ce fameux ABC. Antécédent, comportement, conséquence. C'est la grammaire de base de nos actions. Prenons un exemple simple. Antécédent, le téléphone sonne. Comportement, on décroche. Conséquence, on a une conversation super sympa. Cette conséquence positive va rendre beaucoup plus probable le fait qu'on décroche la prochaine fois que le téléphone sonnera. C'est cette chaîne, toute simple, qui va faire qu'un comportement se renforce ou qu'il finit par disparaître. Cette façon d'analyser le comportement, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle a une histoire, elle a été construite, pierre par des penseurs assez visionnaires. Allez, faisons un petit voyage rapide dans le temps pour voir d'où tout ça vient. En fait, cette idée a évolué par grandes étapes. Tout commence dans les années 1910 avec Watson qui pose les fondations. Notre comportement est le fruit de nos apprentissages. Puis, dans les années 30, arrive B.F. Skinner qui nous explique comment on apprend grâce aux conséquences de nos actions. L'idée continue de faire son chemin. Et dans les années 60, Bijou et Baléor commencent à l'appliquer aux enfants. Mais le vrai tournant, le moment clé, c'est dans les années 70, quand Ivar Lovaas se pose une question décisive. Et si on utilisait ces principes pour enseigner des compétences très concrètes à des enfants autistes? C'est là que l'histoire bascule. Et cette intuition de Lovaas n'est pas du tout restée théorique. En 1987, il publie une étude qui va faire l'effet d'une véritable bombe et qui va changer pour toujours la manière dont on perçoit l'intervention précoce pour l'autisme. La méthode de Lovaas était à la fois simple et très rigoureuse. Il a formé 3 groupes d'enfants pour pouvoir comparer. Le premier, le groupe expérimental, a reçu un programme ultra intensif, 40 heures par semaine. C'est énorme, c'est l'équivalent d'un travail à temps plein. Le deuxième groupe a eu droit à la même intervention, mais seulement 10 heures. Et le troisième groupe, lui, a simplement continué avec les aides qui existaient à l'époque. La question était claire, est-ce que l'intensité de l'intervention change la donne ? Et les résultats ont été, absolument stupéfiants. Dans le groupe intensif, celui à 40 heures, près de la moitié des enfants ont fait des progrès si spectaculaires qu'ils ont pu intégrer une classe ordinaire, avec un QI dans la moyenne. Dans le groupe à 10 heures, un seul enfant sur 19. Et dans le dernier groupe, 0. La conclusion était sans appel. Une intervention précoce et intensive pouvait changer radicalement le cours de la vie de ces enfants. Bien sûr, et c'est important de le souligner, comme toute étude pionnière, celle-ci n'était pas parfaite. La science avance comme ça. On a noté par la suite que les enfants n'avaient pas été répartis au hasard, ce qui a pu jouer un rôle, ou que la définition de réussite scolaire pouvait être un peu subjective. C'est le processus normal. Une première étude ouvre une porte et les centaines d'autres qui suivent viennent affiner, corriger et confirmer. Mais l'impact de cette première étincelle reste, lui, indéniable. Forcément, une approche aussi marquante, ça ne tarde pas à générer son lot de malentendus, d'idées reçues, de mythes. C'est le moment de faire un peu le tri et de confronter ces mythes avec la réalité du terrain.
Allez, le mythe numéro 1, celui qu'on entend absolument partout, l'AAC créerait des robots. En réalité, c'est l'exact opposé de l'objectif. Le but ultime, le Saint Graal, c'est ce qu'on appelle la généralisation. Apprendre à dire bonjour à son thérapeute dans son bureau, c'est une chose. Mais apprendre à dire bonjour spontanément à n'importe qui, dans la rue, au magasin, c'est ça le véritable objectif, rendre les compétences vivantes et flexibles. Autre mythe tenace, ce serait une méthode uniquement pour les jeunes enfants avec autisme. Alors là, pas du tout. Rappelez-vous, on a dit que c'était la science du comportement humain. Du coup, elle est utilisée avec beaucoup de succès pour aider des adultes à arrêter de fumer, à gérer leur anxiété ou même pour aider des étudiants à mieux organiser leur travail. Les principes sont universels. Ah, mais ça ignore complètement les émotions et les pensées. Ça aussi, c'est une idée fausse. En réalité, l'approche considère les pensées et les émotions comme des comportements internes. On ne peut pas voir la tristesse, mais on peut voir quelqu'un qui pleure ou l'entendre dire « je suis triste ». L'objectif est précisément de faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui est observable à l'extérieur. Aider la personne à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, à apprendre à gérer ses émotions, c'est une façon très concrète de travailler dessus. Bon, si on devait résumer tout ça, que faudrait-il garder en tête? Premièrement, que c'est une science qui se base sur des données et des preuves. Deuxièmement, que son but n'est pas de guérir ou de réparer qui que ce soit, mais bien d'enseigner des compétences utiles, fonctionnelles, pour mieux s'adapter au monde. C'est une approche qui demande un engagement énorme de la part de tous. Mais comme la recherche l'a montré, elle peut amener des progrès qui changent une vie. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question un peu plus large. Maintenant qu'on a cette grille de lecture en tête, antécédents, comportements, conséquences, où est-ce qu'on peut la voir à l'œuvre dans la vie de tous les jours? Dans nos propres habitudes, bonnes ou mauvaises, dans le management en entreprise, dans la publicité. Une fois qu'on commence à regarder avec ces lunettes-là, on s'aperçoit qu'elle est en fait partout. La question reste ouverte.